À suivre le grand angle avec l'histoire oubliée de ces milliers d'Indochinois immigrés de force venus travailler en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Pierre Daume est l'invité du grand angle. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, enquêteur, historien. Vous poursuivez depuis plusieurs années un combat, un engagement, on pourrait dire, pour la reconnaissance d'une histoire oubliée, celle de ces milliers d'Indochinois, 20 000 je crois au total, des immigrés de force qui sont venus donc travailler en France au début de la Deuxième Guerre mondiale. Qui étaient ces hommes qui arrivent à partir de 1939 en France ? C'était des paysans vietnamiens dans l'Indochine colonisée, dans l'Indochine dominée par la France. Et donc en septembre 1939, au moment où la France s'engage dans le conflit mondial, le gouvernement français, le gouvernement colonial, considère comme parfaitement légitime d'aller puiser dans ces peuples colonisés une main-d'œuvre dont elle a besoin, non pas donc pour les envoyer sur le front, ça elle l'a fait avec d'autres Vietnamiens, ce sont les tirailleurs indochinois, mais là il s'agit de 20 000 ouvriers destinés donc à l'arrière du front aux usines d'armement. Alors ces immigrés de force, vous en avez fait un livre en 2009 et maintenant une bande dessinée, les Linto, immigrés de force, mémoire de Viet Kieu. C'est le prolongement de votre livre en fait. Qu'est-ce que ça veut dire les Linto ? Alors Linto, c'est le mot vietnamien qui signifie littéralement ouvrier soldat, puisque donc ces hommes qui certes n'ont jamais été soldats, ils n'ont jamais porté l'uniforme français, ils ont été ouvriers pour les besoins de la guerre. Et donc, en vietnamien, on a associé les deux mots ouvrier et soldat. Mais le mot le plus important, c'est ouvrier. Alors, on va continuer à en parler avec vous, mais je vous propose d'abord de regarder ensemble ce reportage d'Anaïs Renevier. Certains de ces immigrés de force ont travaillé, vous l'avez dit, dans les rizières de Camargue. À la fin de la guerre, quelques milliers, 2 à 3 000, sont restés en France. Ils attendent toujours d'ailleurs une reconnaissance officielle. Tout de suite, je vous propose donc le reportage d'Anaïs Renevier et de Colline Charbonnier. À son temps passé, Tan Tran Van a un rêve, faire un voyage au Vietnam, ce pays qu'il a quitté en 1939, exilé de force. Comme lui, 20 000 travailleurs de l'Indochine, alors colonie française, sont mobilisés à cette période pour participer à l'effort de guerre. À 22 ans, il embarque pour un pays dont il ne connaît rien, pas même la langue, et est envoyé dans une usine d'armement. Une fois, beaucoup de fois, je n'ai pas habitué, nous. 32, 33 degrés là-bas. Viens ici, moins 2, moins 3, moins 6. Je ne suis pas habitué. Après, ça va. Et puis, bon, et puis voilà, je suis là encore, vous voyez. Tombé amoureux d'une Française, Tan Tran Van reste à Marseille. 3000 travailleurs indochinois choisissent de s'établir en France après la fin de la guerre. Les autres repartent au Vietnam. Peu à peu, leur histoire s'efface de la mémoire française, avant de reprendre vie sous le pinceau de Clément Balou, dans une bande dessinée réalisée d'après les recherches du journaliste Pierre Daume. On n'en avait aucune idée, comme si le temps avait été passé et puis avait un peu effacé tout ça et que ça n'existait plus. Et là, il y a quelque chose qui ressurgit et c'est pas une histoire morte parce qu'il y a des gens qui sont les enfants, les petits-enfants, il y a des traces. Des traces encore visibles en Camargue, dans ces rizières et ces salins où les travailleurs indochinois étaient exploités pour un salaire de misère, et dans ces baraquements à Salins-de-Giraud, aujourd'hui réhabilités en logement. C'est ici qu'ont grandi les frères Trine avec leur père, ouvriers forcés à l'exil. Changement de pays, changement de climat, changement aussi de nourriture, parce que c'était pas toujours évident. Bon. Souvent, ils avaient faim, donc ça les amenait à faire un peu de la rapine chez mon grand-père qui était paysan à côté. Il y a des histoires un peu marrantes dans la famille sur ces histoires-là. Donc voilà, et puis ils essayaient de survivre, c'était compliqué pour eux. Voilà. Pour honorer la mémoire de leur père et celle des autres travailleurs, les frères Trine ont créé une association en 2012. On va se battre pour que la mémoire de ces hommes perdure, que cette reconnaissance de chaque homme, après chaque histoire, chaque homme a eu son histoire, chacun a une souffrance et des douleurs, etc., qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas dire que quelque part on leur a pas appris quelque chose dans leur vie et qu'aujourd'hui, la France doit faire un effort de reconnaissance.
La première pierre de cette mémoire retrouvée a été posée il y a 4 ans devant la municipalité de Salins de Giraud. Pour les frères Trine, c'est une première étape dans ce travail de reconnaissance qu'ils souhaitent élargir au niveau national et même jusqu'au Vietnam. Alors on vient de voir cette association, hein, ils sont plus très nombreux en fait, ces travailleurs forcés. Ah oui, non mais en France, même sur les 3000 qui sont restés en France, il en reste 3 encore vivants, dont Tan, que nous venons de voir qui a 100 ans. à Marseille, qui a 100 ans, qui est un personnage absolument prodigieux. Et au Vietnam, sur les 16 000 ou 17 000 qui ont fini par repartir au Vietnam après 10 ans d'exil forcé, il en reste peut-être 1 ou 2. Alors pour bien comprendre, donc ils sont arrivés en France en 39-40, ils ont servi d'abord dans des usines d'armement. Et puis après, une fois que la guerre a été finie, très rapidement, en 40, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils sont allés dans des rizières en Camargue, notamment ? Voilà. Donc, le ministère du Travail qui gérait ces hommes les a internés dans des camps d'internement pour civils dans le sud de la France. Et là, donc, cette histoire des travailleurs indo-chinois s'inscrit dans l'histoire honteuse des camps d'internement français de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le gouvernement français a vendu cette force, cette main-d'œuvre, le travail de ces hommes, à tous les secteurs de l'économie française qui en avaient besoin. Et la riziculture est un de ces secteurs, un secteur d'ailleurs qui en vérité n'existait pas. Oui, on peut dire que c'est eux qui ont relancé la production de riz camarguais. Absolument, absolument. Les Camarguais essayaient depuis plusieurs siècles de faire pousser du riz, ils n'y étaient jamais arrivés. Et là, à Vichy, on s'est dit, mais là, on a en quelque sorte les spécialistes mondiaux du riz, on va en envoyer 500 en Camargue. On passe des contrats avec une quinzaine de producteurs camarguais, de propriétaires terriens camarguais, et on voit si ça marche. Et en septembre 42 a lieu la première moisson de riz en Camargue, et c'est une réussite. Grâce à eux. Et alors dans des conditions de travail épouvantables, ils étaient mal logés, ils n'étaient pas payés. Absolument, absolument. Donc ils étaient logés au bon vouloir des employeurs. Alors, soit ils étaient internés dans les camps, et il y avait un camp à Marseille, à Mazars, il y avait un camp à Agde, il y avait un camp à Sorgues, à Saint-Chamas aussi, oui. Absolument, à Bordeaux, à Toulouse, etc. Sinon, par exemple, pour ceux en Camargue, ils étaient logés par le propriétaire qui dépensait rien en quelque sorte pour les loger, mais surtout, pendant toutes ces années, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité, donc comme je l'ai dit, des contrats étaient passés avec les employeurs qui payaient à l'État français une somme forfaitaire. Et pendant toutes ces années, l'État français n'a jamais reversé le moindre salaire à ces hommes. J'imagine qu'en Indochine, quand ils ont été recrutés, ils n'étaient pas volontaires au départ. Alors, au départ, un appel au volontariat a été lancé par les autorités coloniales. Certains ont répondu à cet appel, mais l'immense majorité a été en effet forcée. C'est-à-dire que dans chaque famille, s'il y avait 2 fils en âge de partir, la famille devait donner en quelque sorte un de ses fils à la France. Et alors, ce qui est tout aussi incroyable, c'est qu'à la fin de la guerre, en 1945, ils étaient encore là, 20 000, et il a fallu parfois attendre plusieurs années avant qu'ils ne rentrent au Vietnam. Ils ont resté bloqués dans des campements pendant 2 à 3 ans dans des conditions épouvantables. Absolument. Alors là, il se trouve que leur histoire individuelle a rencontré la grande histoire des mouvements de l'indépendance coloniale, puisque c'est en 1945 justement que Ho Chi Minh a réclamé l'indépendance du Vietnam. Et là, le gouvernement du général de Gaulle et ses ministres, tous issus de la résistance qui venaient de se battre admirablement pour libérer leur propre pays, la France, du joug allemand, quand c'est Ho Chi Minh, un Vietnamien, qui réclame finalement la même chose, alors là, De Gaulle dit non, et De Gaulle réquisitionne tous les bateaux en partance pour l'Extrême-Orient qui auraient dû ramener enfin ces hommes chez eux. De Gaulle les réquisitionne pour envoyer la troupe
française mater les désirs d'indépendance du peuple vietnamien. Et pas pour rapatrier ces travailleurs forcés. Et pas pour les rapatrier. Ils attendront jusqu'en 48, je pense. Absolument, Voilà. c'est en 48 qu'ont lieu les premiers rapatriements, et ce n'est qu'en 52 que les derniers vont enfin retrouver leur pays. Pierre Daume, pourquoi c'est si peu connu en France? On a parlé de reconnaissance, je crois qu'il y a eu la ville d'Arles qui a rendu une reconnaissance tardive, mais très peu, et pas au niveau national. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La grande raison, c'est celle qui est connue, c'est que la France, comme la plupart des pays, a toujours du mal à reconnaître les pages sombres de son histoire. Et en ce qui concerne la France, les pages sombres, c'est la colonisation. Et on sait Ça fait partie de la colonisation. Et là, on a un exemple extrêmement concret de l'exploitation coloniale, de l'oppression d'un peuple par la puissance coloniale française. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que la plupart des victimes de cette oppression coloniale sont reparties très loin au Vietnam. Le Vietnam était en guerre, etc. Et ils ne se sont pas préoccupés de faire connaître cette histoire. Et quant aux 2 à 3 000 restés en France, dont le vieux Tan qu'on a vu sur ce reportage, je les ai rencontrés, moi, quand j'ai fait mon enquête. Et je leur ai dit, pourquoi vous n'avez pas parlé, même à vos enfants, vous n'avez pas raconté cette histoire. Et ils ont dit, nos enfants, ils sont nés en France. On ne voulait pas qu'ils se mettent à détester la France s'ils apprenaient ce que la France nous avait fait subir. On peut espérer que le gouvernement français entende peut-être que ça peut aussi servir à ça, hein, ce livre, cette BD que je rappelle d'ailleurs, les Linto, immigrés de force. C'est aux éditions La Boîte à Bulles et c'est Clément Balou qu'on a vu dans le reportage qui a fait les dessins et avec une préface de Benjamin Stora. Je signale d'ailleurs qu'un dossier complet sur ces travailleurs indochinois immigrés de force peut se retrouver donc sur notre site tv5monde.com, un dossier réalisé par Marion Chastain. Merci beaucoup Pierre Daume d'être venu parler sur le plateau de 64 minutes de ces Indochinois forcés, ces travailleurs indochinois forcés. Merci, et merci à tous les enfants de travailleurs indochinois qui, pour le coup, aujourd'hui, en France, se battent comme les frères Trine, comme cette association Mémoire ouvrier indochinois, qui se battent pour faire connaître et reconnaître cette histoire par l'État français. Merci Pierre Daume.